Good morning. Here begins something new. I'm Charles Kuralt, and this is Sunday Morning, a 90-minute CBS News program that starts right now. Le conteur le plus fiable d'Amérique avait un secret qui aurait pu le détruire. Charles Kuralt a passé 29 ans à envoyer 600 dollars à une femme pendant que celle-ci restait à la maison. Il a acheté un terrain dans le Montana à payer ses frais de scolarité et à signer des lettres en tant que papa à des enfants qui n'étaient pas les siens. Les téléspectateurs de CBS ont vu un gentleman sillonner les routes de campagne, mais en coulisses, il menait deux vies complètement différentes. La vérité est restée cachée jusqu'à sa mort. Puis une lettre a fait surface, bouleversant tout. Charles Kuralt n'a pas vraiment grandi à Wilmington, même s'il y est né. Sa mère Ina n'y allait que pour accoucher, car il y avait un hôpital. Le 10 septembre 1934, elle lui donna naissance au James Walker Memorial Hospital. Puis, avec son mari Wallace, elle ramena leur bébé à la plantation de tabac de ses parents dans le comté d'Onslow. La ferme s'étendait sur 40 hectares. C'est là que le petit Charles a passé sa petite enfance. Il n'y avait ni électricité, ni plomberie, ni évier. Il buvait l'eau d'une pompe sur le porche grâce à une gourde accrochée à un clou. Le chauffage provenait de poêles à bois, mais Charles ne se plaignait pas. Il fabriquait des cerfs-volants en papier journal avec de la pâte de farine. Il les attachait avec de la ficelle de tabac et les faisait voler si haut au-dessus de la grange qu'il plaisantait en disant que Dieu pouvait lire les gros titres. Il sculptait aussi des frondes dans des branches de cornouiller et chatouillait des attrape-mouches de Vénus avec des morceaux de paille. Sa famille a continué à déménager, d'abord à Washington en Caroline du Nord, puis à Stedman, puis à Atlanta. Finalement, ils s'installèrent à Charlotte au milieu des années 1940 lorsque Wallace Coureau devint directeur des services sociaux du comté de Mecklenburg. Chaque ville apportait son lot de nouveautés et le jeune Charles devint obsédé par la radio. À seulement 14 ans, il commença à commenter des matchs de baseball de Ligue mineure et à animer une émission musicale sur Waze Radio à Charlotte. La même année, il remporta un concours local d'écriture pour un article sportif sur un chien qui interrompit un match de baseball. Il fréquenta le collège Alexander Graham de 1945 à 1948 et son professeur Ann Batten lui apprit le journalisme. Il écrivait une chronique intitulée « Le kaléidoscope » pour le journal de l'école. Puis un événement incroyable se produisit. En 1948, alors qu'il n'avait que 14 ans, Charles remporta le concours La Voix nationale de la démocratie. Seules 4 personnes l'ont remporté cette année-là. Il a reçu une bourse de 500 dollars et a été transporté par avion à Washington, D.C., où il a rencontré le président Harry S. Truman à la Maison-Blanche. Il a également prononcé son discours de victoire à Colonial Williamsburg, à l'endroit même où Patrick Henry avait crié « Si c'est une trahison, profitant ». Et Charles a déclaré plus tard que son discours visait à refléter ce même esprit américain audacieux. Le concours n'existait que depuis 1946. Il fut donc l'un des premiers lauréats du pays. Ce moment a montré au monde entier à quel point il était déjà doué avant même la fin du lycée. Il passait ses étés à travailler dans les champs de tabac avec ses grands-parents dans le comté d'Onslow. Il ramassait les feuilles pendant la saison des récoltes, les confiait à un cordeur qui les attachait sur des bâtons de bois pour les faire sécher. Il les suspendait ensuite dans des granges en rondins. Mais ce qu'il aimait vraiment, c'était les voyages de 80 km jusqu'au marché du tabac de Kinston. Sa grand-mère Rena chargeait leur chariot de tabac séché, attelait la mule et ils partaient. Pendant ces trajets, elle lui racontait des histoires de bandits qui dévalisaient les fermiers au retour du marché. Elle expliqua que c'était pour cela que les chariots transportaient les fusiliers au front.
Charles faisait semblant de les surveiller toujours à l'affût des faux hors-la-loi. Ses souvenirs sont devenus la base de ses récits télévisés. Il voyait aussi des choses que la plupart des enfants blancs ignoraient. Ayant grandi dans un sud ségrégué, Charles fréquentait des écoles exclusivement blanches, mais il voyait ce qui arrivait aux Noirs. La police de Charlotte était souvent violente. Le journal noir local de Charlotte Messenger racontait que des policiers frappaient des gens dans la rue. Le travail de son père, travailleur social, lui avait révélé encore plus d'inégalités. Charles en garda le souvenir. Plus tard, il n'a jamais prêché la politique à la télévision, mais il s'est toujours attaché à raconter des histoires qui donnaient la parole à ceux qui étaient souvent ignorés. C'était sa façon de se défendre. Au lycée central, entre 1948 et 1951, il n'était pas un élève comme les autres. Il était connu comme l'écrivain le plus talentueux de l'école. Ses camarades le considéraient comme le plus susceptible de réussir en 1951, mais il réussissait déjà. À 14 ans, il était présentateur radio. Cette année-là, il remporta le concours Voix de la démocratie, serra la main d'un président américain et gagna 500 $, soit plus de 50 $ aujourd'hui. Il dirigea si bien le journal de l'université que les journalistes commencèrent à le remarquer. Il entra à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en 1951, où son travail fut époustouflant. Diplômé en histoire, il a également travaillé pour plusieurs stations de radio, dont WNC et WCHL. Il a couvert des matchs de football américain et de basketball, réalisé des documentaires radio et maintenu ses notes. Il a rejoint la confrérie littéraire Saint Anthony Hall, prouvant ainsi qu'il n'était pas seulement doué en actualité, mais aussi un penseur. Ses camarades de classe n'en revenaient pas qu'il parvienne à faire autant de choses à la fois. Il pouvait écrire un texte complet, l'enregistrer, puis passer un examen d'histoire sans broncher. En 1953, à seulement 19 ans, il travaillait à temps partiel à Waze Radio à Charlotte. Ce n'était pas un travail universitaire. Il commentait des matchs de baseball avec la même fluidité qui l'avait rendu célèbre plus tard. Il parlait comme s'il était assis à côté de vous dans votre salon. Tandis que d'autres débitaient des statistiques, Charles racontait des anecdotes et le public adorait ça. La station recevait des appels téléphoniques l'en félicitant. Les responsables avaient du mal à croire qu'il n'était encore qu'un adolescent, mais il avait quelque chose de différent. Une voix calme qui donnait aux gens le sentiment d'être vus et entendus. En 1954, il devint rédacteur en chef du Daily Tar Heel, le journal étudiant, et rien ne lui faisait peur. Il écrivait des éditoriaux virulents contre la ségrégation raciale, sachant pertinemment que cela contrarierait beaucoup de gens. Certains le traitaient de communiste. Des politiciens de l'État l'insultaient publiquement. Lorsque l'université interdisait l'alcool dans les fraternités, Charles écrivit un éditorial qui disait simplement « Pierre, voici Fred », se moquant de la politique de l'université en la comparant à une campagne française contre le vin. Il ne se contentait pas de rapporter l'actualité, il défiait le pouvoir et usait d'esprit pour ce faire. En 1955, il obtint une licence d'histoire à l'UNC. Sa famille souhaitait qu'il fasse des études de droit. Cela aurait été un choix plus sûr, mais Charles venait de remporter un prix national pour un documentaire radiophonique sur le passé de la Caroline du Nord. C'était si bon que même les professionnels de tout le pays l'ont remarqué. Ses professeurs furent stupéfaits lorsqu'il refusa des études de droit pour se consacrer au journalisme à plein temps. C'était un gros risque. Sa famille n'était pas riche. Mais 2 ans plus tard, en 1957, CBS News l'engagea. Il n'avait que 23 ans et devint le plus jeune correspondant de l'histoire de la chaîne. En 1959, Charles Kuralt s'installa au siège de CBS à New York. Pour lui, c'était un rêve. Son héros d'enfance, Edward R. Murrow,
travaillaient dans le même bâtiment. Après seulement une semaine à remplacer un journaliste de l'émission du soir de Murrow Kuralt, fut soudainement muté à l'équipe des informations télévisées. CBS cherchait désespérément de nouveaux talents à l'antenne. Des années plus tard, Kuralt l'a lui-même admis. Il a déclaré qu'ils avaient cruellement besoin de présentateurs. À cette époque, les informations télévisées étaient encore nouvelles et risquées. Il a travaillé sur des émissions comme Dimensions on Health et a créé des nouvelles sur la vie américaine. Son travail l'obligeait à écrire des reportages radiophoniques rapides et clairs au milieu de la nuit. Cette pression lui a appris à raconter rapidement des histoires fortes, ce qui allait façonner son avenir. En 1960, un événement inattendu se produisit. Kuralt, à peine âgé de 25 ans, devint le premier présentateur d'une série télévisée en prime time intitulée « Témoins de l'histoire ». L'émission avait un style nouveau et il en devint rapidement l'égérie. Il a contribué à couvrir les débats historiques entre John F. Kennedy et Richard Nixon. Ce moment a marqué à jamais la télévision. 77 millions de téléspectateurs ont suivi ces débats, un chiffre stupéfiant. Cela représentait plus de 60% des adultes américains de l'époque. Un grand magazine Variety l'a salué, le qualifiant de jeune beau, plein d'assurance et d'autorité. Il ne semblait ni dramatique ni faux. Il a su inspirer confiance. Ce qui rendait la chose encore plus incroyable, c'est qu'il était encore en train d'apprendre à faire de la télévision tout en couvrant l'un des événements politiques les plus importants de l'histoire des États-Unis. En 1961, CBS lui a lancé un défi bien plus ambitieux. Ils l'envoyèrent à Rio de Janeiro, au Brésil, comme correspondant principal en Amérique latine. Il avait encore une vingtaine d'années. Sa mission consistait à couvrir 23 pays. Les dangers étaient réels. Il y avait des émeutes, des révolutions et une peur constante. Un faux pas pouvait entraîner des blessures, voire pire. Il devait couvrir des régions où les gouvernements s'effondraient et où la violence était omniprésente. Il occupa ce poste jusqu'en octobre 1962, au moment même où la crise des missiles de Cuba aggravait encore l'instabilité de la région. Chaque rapport qu'il envoyait prouvait qu'il pouvait gérer le chaos avec calme. Il devenait plus qu'un simple journaliste. Il devenait quelqu'un sur qui les gens comptaient. À son retour aux États-Unis en 1964, le pays était en pleine mutation. Il y avait des manifestations, la guerre et des luttes pour les droits civiques. Kuralt était au cœur de tout cela. Sa couverture du Vietnam était terrifiante. Il se souvenait d'une mission où lui et son équipe avaient suivi un groupe de Rangers vietnamiens. Ils étaient tombés dans une embuscade. Il a raconté « La moitié de notre compagnie a été tuée. Nous avons eu une chance incroyable de ne pas être tués. » En 1965, il a réalisé un spécial de Noël au Vietnam. Dans une scène déchirante, un soldat a été abattu juste devant la caméra. Il s'est également rendu à Selma, en Alabama, lors des marches pour les droits civiques. Sa manière discrète d'interviewer les gens suscitait des émotions qui incitaient à la réflexion. Il n'avait qu'une trentaine d'années, mais il capturait déjà les moments les plus dangereux et les plus émouvants de la décennie. En 1967, Kuralt était épuisé. Lassé de rivaliser avec les autres journalistes et de tenter de dénicher les gros titres avant les autres, il rêvait d'autre chose. Il a dit aux dirigeants de CBS qu'il devait quitter le bureau. Son idée était étrange. Il a dit « Et si on ne faisait rien du tout? Et si on passait 3 mois à rouler sur la Great American Highway juste pour voir ce qu'on pouvait y voir? » Son inspiration lui est venue d'un livre de John Steinbeck intitulé « Voyage avec Charlie ». Au début, CBS n'a pas pris l'idée au sérieux. Il pensait que c'était une plaisanterie, mais un dirigeant lui a donné sa chance.
La seule condition était de maintenir les coûts au plus bas. À l'automne 1967, Kuralt et le caméraman Isidore Blechman partirent en camping-car de location. Ce n'était pas luxueux. Les sièges étaient sales, le réfrigérateur ne contenait que de la bière et des sodas, et ils se nourrissaient principalement de beurre de cacahuètes et de crackers. Chaque matin, ils consultaient une carte et choisissaient une ville à environ 160 km. Puis, ils partaient en voiture. Cette idée simple est devenue historique. Au fil des ans, ils ont utilisé 6 camping-cars différents et parcouru plus d'1 million de kilomètres. Ils ont créé 500 reportages dans 48 États. Et à chaque reportage, Kuralt a découvert ce que la plupart des émissions d'information avaient oublié: la gentillesse, l'honnêteté et le sens de la vie quotidienne. Le tout premier reportage de Sur la route a été diffusé le 27 octobre 1967. Il s'agissait d'un couple nommé George et June Butler qui produisait du sirop d'érable à Jacksonville, dans le Vermont. George dit quelque chose de magnifique devant la caméra. On peut obtenir des couleurs et des sons, mais pas des odeurs. Et l'arôme, c'est une chose. C'est peut-être l'osmose de la sève qui pénètre dans votre organisme. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Il a dit: c'est la vraie joie d'être dans les bois. Cette histoire a donné le ton à toute la série. Elle était simple, honnête et chaleureuse. Les téléspectateurs en sont tombés amoureux. En 1968, ils avaient déjà parcouru 80 km. Un moment inoubliable fut l'interview d'un maçon de 99 ans dans l'Iowa. Il travaillait encore. Cette histoire a fait bondir les audiences. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Kuralt a continué à rencontrer des gens comme ça. Il a interviewé un jogger de 54 ans, un homme qui vivait dans une maison faite de bouteilles de bière, une femme qui possédait la plus grosse pelote de ficelle du monde. Il a dit un jour qu'ils avaient trouvé... Chaque histoire ressemblait à une célébration silencieuse de la vie. En 1970, l'émission a changé du tout au tout lorsque le producteur Chad Northshield les a rejoints. Il a apporté des outils de montage mobile. Ils pouvaient ainsi monter leurs images en déplacement au lieu de retourner à New York. Cela a permis de gagner du temps et de l'argent et de maintenir l'émission en activité. C'était une avancée majeure. Ils pouvaient désormais rester plus longtemps, voyager plus loin, tout en respectant les délais de CBS. Cela a permis à Sur la route de prendre encore plus d'ampleur et a donné à Kuralt un sentiment de liberté. Sans cette amélioration, la série aurait pu s'arrêter bien plus tôt. Puis, en 1972, Kuralt a créé l'un de ses segments les plus marquants. Il s'agissait de vieux vagabonds voyageant en train en Californie. Ces hommes avaient vécu en marge de la société pendant des décennies, voyageant sur les rails et dormant dans des camps. La plupart des gens les avaient oubliés, mais Kuralt, lui, ne les avait pas oubliés. Il a passé du temps avec eux, les a écoutés et les a traités avec dignité. Cette histoire lui a valu un Emmy Award. Il savait que la vie de clochard était en train de disparaître à jamais. Les autoroutes prenaient le dessus et ce monde disparaissait rapidement. Mais grâce à Kuralt, leurs histoires furent sauvées dans les années 1970. Sur la route de Charles Kuralt devint un ouvrage véritablement exceptionnel. Il avait déjà parcouru l'Amérique, mais au fil des ans, tout s'est mis en place. Avec sa petite équipe, il a filmé plus de 6 Sense nouvelles. Partout au pays, des gens ont interrompu leurs activités pour les regarder. Le magazine Time les a même appelés « Cessez-le-feu de 2 minutes », car c'était des moments de calme dans une période de chaos, d'émeutes, de manifestations et de guerre. Alors que le reste de l'actualité montrait violence et division. Kuralt a montré autre chose. Il a montré des gens. Il a montré de l'espoir. Il n'empruntait pas les autoroutes. Il les détestait. Il a dit un jour que les autoroutes permettent de traverser le pays d'un océan à l'autre sans rien voir. Il a donc emprunté les chemins de traverse. Il a parcouru plus de 2 millions de kilomètres
et usé 6 camping-cars. Ce qu'il a découvert, c'était le véritable cœur de l'Amérique et les gens l'ont adoré pour cela. En 1975, il remporta son 2e prix Peabody pour cet ouvrage. On le qualifia d'historien du bicentenaire et on loua sa façon de saisir l'histoire du peuple et du territoire américain. Une histoire parue en 1974 se démarqua plus que la plupart. Il s'agissait d'une petite école du Montana et d'un enseignant nommé Ira Perkins. Il y enseignait depuis 53 ans. Il avait débuté en 1933 pendant la Grande Dépression, alors qu'il gagnait seulement 60 $ par mois. Cela ne représentait que 420 $ pour toute l'année. Mais il n'est jamais parti. Il a même enseigné aux petits-enfants de ses tout premiers élèves. Chaque matin, il commençait la journée par une danse pour réveiller les enfants et leur apprendre les bonnes manières. Dans cette école à classe unique, une classe faisait des mathématiques tandis qu'une autre étudiait l'histoire. C'était simple, mais ça marchait. Courant exprimait tout cela avec un respect discret. En 1975, il entreprit quelque chose d'encore plus grand. Un convoi de chariots partait de Valley Forge pour la Californie afin de célébrer le bicentenaire de l'Amérique. Courant les a rejointes. C'est ainsi qu'est née une nouvelle série intitulée « Sur la route de 76 ». Il a promis de visiter les 50 États. C'était plus qu'une simple histoire. Il a vécu avec eux, a chevauché à leur côté et a documenté chaque détail. Le jury du Peabody lui a décerné un nouveau prix, affirmant qu'il avait prouvé que l'esprit pionnier était toujours vivant. Ils ont adoré la façon dont il trouvait un sens profond aux petites villes et donnait vie à des lieux oubliés. En 1976, il a raconté l'histoire d'un aveugle qui tentait d'escalader le mont McKinley. Cette montagne, aujourd'hui appelée Denali, est la plus haute d'Amérique du Nord. L'homme ne voyait rien, mais il grimpa quand même. Courant montra à tout le pays ce qu'était le courage. Les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder. Il a dit que les héros n'étaient ni au cinéma, ni en politique. Ils étaient nos voisins. Cet épisode est devenu un modèle pour beaucoup d'autres. Il s'agissait de courage, d'espoir et de la force tranquille des gens ordinaires. En 1977, Sur la route fêtait ses 10 ans. Courant célébrait cet anniversaire en montrant quelque chose d'aussi simple que des salons de coiffure de petites villes. Mais dans ces endroits, on parlait de tout. Sport, politique, chagrin d'amour. Il ne s'agissait pas seulement d'une coupe de cheveux. C'était un lieu de rassemblement. Cette année-là, il a également révélé que lorsqu'il avait présenté l'idée à CBS, il n'avait demandé que 3 mois. Pas de grands projets, pas de sujet à signer, juste 3 mois de tournée. Il a fini par faire ça pendant 25 ans, mais ce n'était pas facile. Les camping-cars tombaient en panne. Il dormait dans des endroits exigus et froids. Les routes étaient désertes. Pourtant, il ne s'arrêta jamais. En 1979, il porta son regard sur un sujet nouveau, les animaux en voie de disparition. Lors du tout premier épisode de CBS Sunday Morning, diffusé le 28 janvier 1979. Courant se tenait dans le vent froid de Cobb's Cook Bay dans le Maine pour parler des pigargues à tête blanche. Il disait « Un jour, si vous êtes au bon endroit et que vous avez de la chance, vous lèverez les yeux et verrez un aigle en vol. » C'est un spectacle à vous couper le souffle. Il n'en restait que quelques-uns. Cette ligne est restée gravée dans la mémoire des gens. Ce n'était pas seulement la nature. C'était un avertissement, un appel à se soucier davantage de la planète. À cette époque, l'Alaska comptait 30 pigargues à tête blanche, le plus grand nombre du pays. Courant a aidé les gens à comprendre l'importance de cet enjeu. La même année, en 1979, il se lance dans une nouvelle aventure.
CBS lui confie un nouveau rôle. Il animera Sunday Morning depuis un studio new-yorkais. Mais même là, il n'a pas abandonné la route. Il a continué à voyager la semaine et à revenir le week-end pour animer l'émission. Il a vécu ainsi pendant 9 ans encore. Il n'a abandonné la route qu'en 1988. Cela lui avait coûté cher. 21 ans de déplacement constant l'avaient épuisé. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait tourné un épisode en Chine en 1985. C'est faux. Mais en 1989, il a bel et bien couvert les manifestations pour la démocratie en Chine. C'était dangereux. Même si les gens le voyaient comme un conteur discret, Courant n'avait pas peur des nouvelles dures. En 1967, il avait participé à une expédition au pôle Nord avec Ralph Plaisted. Ils utilisaient des motoneiges et affrontaient des températures glaciales allant jusqu'à 40 degrés. Dans les années 1960, il a même couvert la Révolution congolaise. Mais plus tard, il a admis s'être lassé de la compétition entre reporters. C'est pourquoi il a choisi la route. En 1990, il a publié ses mémoires « Une vie sur la route ». Ce livre est devenu un best-seller. Mais ce n'était pas seulement un livre d'histoire joyeuse. C'était sincère. Il racontait comment il avait failli mourir de froid lors du tournage des aurores boréales en Alaska, où la température était descendue jusqu'à 15 degrés et où les caméras avaient gelé. Il a raconté à quel point la route pouvait être solitaire. Parfois, a-t-il dit, il passait des semaines sans avoir une vraie conversation. Un jour, il a été victime d'une intoxication alimentaire en Louisiane et a dû rester 5 jours à l'hôpital. Une autre fois, il a failli se faire mordre par un serpent à sonnette en Arizona. Il a même avoué qu'il lui arrivait de s'arrêter juste pour crier vers le ciel. Ça l'a atteint. La route n'était pas toujours clémente. Mais malgré tout, le dimanche matin était prospère. Sous sa direction, il remporta 3 prix, Peabody en 1979, 1982 et encore plus tard. L'un des moments les plus célèbres de l'émission était une vidéo de 90 secondes sur la nature. Sans parole, juste le changement des saisons. Chaque séquence a nécessité de 3 à 5 jours de tournage. Parfois, l'équipe devait attendre des heures pour capturer l'éclairage parfait ou le mouvement des animaux. Courreau tenait à ce que tout soit parfait. Il reprenait les voix off jusqu'à 12 fois si un mot lui semblait faux. Il choisissait lui-même chaque histoire et en rejetait des dizaines chaque semaine. Les gens ont commencé à se lever tôt le dimanche juste pour regarder. Plus de 6 millions d'Américains suivaient la série au début des années 1990. Il a pris sa retraite le 3 avril 1994. Il n'avait que 59 ans. Beaucoup pensaient qu'il recevrait la médaille présidentielle de la liberté en 1996, mais ce ne fut pas le cas. Il a néanmoins reçu d'autres distinctions. Il a été intronisé au temple de la renommée de la télévision et a reçu le prix Walter Cronkite d'excellence en journalisme. Il n'a pas ralenti sa cadence. Il lança une nouvelle série intitulée « Un moment américain », diffusant des nouvelles 3 fois par semaine. Il anima également l'émission « Je me souviens », qui se remémorait les grands moments de l'histoire. Le 1 juin 1962, Charles Courreau se présenta devant un tribunal de l'Hôtel de Ville de New York et épousa Suzanne Petitbert. La cérémonie n'a duré qu'1 minute. Aux yeux de tous, elle ressemblait à un mariage simple et rapide entre un journaliste prometteur et un avocat avisé. Petit ignorait que cet instant marquerait le début d'un mensonge de 35 ans. 2 ans plus tôt, Charles avait divorcé de son amour de jeunesse, Sori Gutteri, après l'avoir épousée en 1954. Désormais, avec Petit, il se promettait de construire une vie dans l'Upper East Side de Manhattan. Mais 6 ans plus tard, tout allait commencer à s'effondrer, mais pas d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. En 1968, Courreau rencontra Patricia Shannon à Reno, au Nevada.
Patricia divorcée et mère de 3 enfants, s'était fait connaître pour son engagement communautaire. Cet été-là, après les décès de Martin Luther King Jr. et de Robert Kennedy, les tensions étaient vives dans tout le pays. Courreau venait de lancer sa série Sur la route sur CBS et s'en servait comme prétexte pour voyager souvent. Lorsqu'il rencontra Patricia, un événement survint. Il se présenta à sa porte avec 3 douzaines de roses et l'emmena dîner. Ils passèrent la nuit à discuter dans le salon d'un motel. Ce moment marqua le début d'une relation secrète qui allait durer 29 ans. En 1969, Charles Courreau avait aidé Patricia à divorcer. Il l'a fait déménager brièvement avec ses enfants à New York, puis dans le Colorado, afin qu'il soit suffisamment loin. La même année, il a commencé à lui envoyer beaucoup d'argent. Au cours des 10 années suivantes, il lui a donné environ 6 cents $. Cela représente aujourd'hui plus de 4 millions de dollars. Il l'a aidé à créer une entreprise de paysagisme, lui a financé des études à Londres et lui a acheté des maisons à San Francisco. Pendant que son épouse gérait les finances et les événements sociaux à New York, Courreau élevait secrètement une autre famille à l'autre bout du pays. En 1970, Courreau acheta 8 hectares de terre dans le Montana près de la rivière Big Hole. Lui et Patricia y construisirent une cabane. Il expliqua à Petey que ce n'était qu'un lieu de pêche, mais chaque mois de septembre, il disparaissait pendant des semaines. Non pas seul, mais avec Patricia. Il a même acheté une vieille école à proximité et a dépensé 180 $, pour la transformer en bureau d'écriture où il comptait prendre sa retraite avec elle. Il a ensuite agrandi le terrain à 90 acres. C'était plus qu'un refuge secret, c'était une véritable seconde vie. En 1971, il signait déjà des lettres aux enfants de Patricia sous le nom de Pop. Il a offert à son fils son premier gant de baseball, a appris à sa fille à conduire et les a envoyés tous les deux à l'université. Il a payé les frais de scolarité, a participé aux vacances et les a traités comme ses vrais enfants. Il appelait Patricia presque tous les soirs et lui rendait visite toutes les 2 ou 3 semaines, même pendant les périodes les plus chargées de sa carrière. Si les téléspectateurs de CBS voyaient un conteur bienveillant et pragmatique en coulisses, il vivait un mensonge si total qu'il touchait tous les aspects de sa vie. Il ne s'arrêta pas là. Dans les années 1980, il commença à emmener le fils de Patricia avec lui lors de ses émissions pour CBS et même à des congrès politiques. Il le montrait comme un fils. Pendant ce temps, sa vraie femme était seule à New York, pensant qu'il travaillait dur. Il avait même offert à Patricia un cottage de 50 $, en Irlande, un autre cadeau secret pour soutenir la vie qu'il avait construite avec elle. En juin 1997, Courant se mourait d'un lupus dans un hôpital new-yorkais. Il pouvait à peine bouger. 16 jours seulement avant son décès, il écrivit à Patricia « Je ferai venir l'avocat à l'hôpital pour être sûr que tu hérites du reste de la maison dans le Montana, si cela arrive. » C'était sa dernière tentative pour protéger ce qu'il avait bâti avec elle. 3 mois plus tôt, il lui avait secrètement donné 80 $, pour acheter 8 hectares de terrain, prétextant une vente en bonne et due forme. Mais maintenant, il lui faisait clairement comprendre qu'il voulait lui céder toute la propriété du Montana. Courant est décédé le 4 juillet 1997. À ses funérailles, Patricia Shannon s'est présentée avec la lettre à la main. Ce moment a tout bouleversé. Petey, qui était sa femme depuis 35 ans, n'en savait rien. Elle apprit alors que son mari avait une seconde famille. Il leur avait donné des centaines de milliers de dollars, leur avait acheté des terres, avait envoyé leurs enfants à l'école et avait partagé leurs vacances avec eux pendant qu'elle restait à la maison. Complètement dans l'ignorance, la lettre apportée par Patricia allait devenir le centre d'un procès qui allait tout changer.
La propriété du Montana, valant désormais plus de 6 cents $0, devint l'objet d'une bataille juridique acharnée. Les filles de courante issues de son premier mariage ont rejoint le combat après le décès de Pété en octobre 1999. Shannon a témoigné devant le tribunal que Charles avait élevé ses enfants comme les siens. Elle a même lu un poème qu'il lui avait offert pour Noël. Il lui promettait des perles, un tailleur, un pull, et lui. Il se terminait par ces mots « Ma vie ». Ce poème ainsi que la lettre sont devenus une preuve. La Cour suprême du Montana a statué en sa faveur le 22 mars 2000. La succession a dû payer 350 $0 d'impôts pour des terres qui ne lui appartenaient plus, portant la perte totale à près d'1 million de dollars. Les filles de courant se sont retrouvées sans rien de cette propriété et ont vu leur image publique de l'homme qu'elles croyaient connaître ternie. Puis vint le coup de grâce. En 2002, Patricia Shannon publia ses mémoires intitulées « Charles et moi ». Elle y raconta tout. Elle a décrit les poèmes, les appels téléphoniques, les voyages et comment Charles avait emmené son fils à travers le pays pour CBS. Elle a raconté comment il lui avait acheté un cottage en Irlande et lui avait donné de l'argent de poche pendant des décennies. Elle a révélé que Courant avait non seulement trompé sa femme, mais le monde entier. L'homme à qui l'Amérique avait fait confiance pour leur dire la vérité avait vécu le plus grand mensonge de tous.